si je vais être mère plus tard, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout prête à rentrer dans une nouvelle relation. Comment est-ce que je vais faire si cette envie arrive plus tard? T'as quand même la trentaine, tu peux encore espérer rencontrer quelqu'un, avoir une famille naturellement, je veux dire. L'avantage, quand ton monde s'effondre, c'est que tu apprends à vivre pour toi et pas pour les autres. Et à la fin, je m'étais retrouvée avec 3-4 sages-femmes. Allez, va! Je pense que dans la vie, quand on a les choix, c'est extraordinaire. Chantal est une maman solo, ou presque. À 30 ans, elle perd l'homme de sa vie et décide de congeler ses ovocytes. À l'époque, ce n'est pas ouvert en France, alors Chantal va parcourir l'Europe et trouver l'organisme qui va lui permettre de faire la congélation, mais aussi potentiellement de l'accompagner dans une maternité solo. C'est 10 ans plus tard qu'elle accouche de son petit Mathéo, en plein confinement. Chantal va nous raconter son parcours de maman solo, des choix auxquels elle a fait face, de sa vision de la famille et des réponses qu'elle apporte à son fils. Le tout avec une endurance de sportive de haut niveau et une conviction profonde. Il y a des choses que l'on ne peut pas modifier, mais celles pour lesquelles on peut, il faut agir. Partir à l'aventure, faire la fête, se marier, s'aimer, s'entourer, danser, tout arrêter, avancer, continuer, faire une pause, aller plus loin, aller plus doucement, se soigner, s'enivrer, passer à l'action, se mettre à l'arrêt, croire, sentir, sauter le pas ou encore s'écouter, c'est tout un programme quand on a 30 ans. Si tu es là, c'est que tout ça te fait écho. Et ça tombe bien car 30 ans sinon rien, c'est le podcast dédié aux trentenaires qui se posent des questions. Je m'appelle Juliette Galibert et mon intention est simple, t'aider à avancer plus sereinement dans ta trentaine. Chaque vendredi, je te propose d'écouter un expert dans son domaine ou un témoignage d'une personne inspirante qui a fait des choix et pris le risque de vivre sa trentaine autrement. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, alors n'hésite pas à t'abonner et à nous suivre sur les réseaux 30 ans sinon rien podcast. Bref, je ne t'en dis pas plus et te souhaite une merveilleuse écoute. Non mais moi je me fais refaire les seins direct hein. 30 ans c'est vieux ou pas? À notre trentaine. Je pense que j'aurais pu faire The Voice. Non, la famille c'est important. Je suis mariée, j'avais 21 ans, c'était pas du tout le même genre de jeunesse. Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue dans 30 ans sinon rien, je suis ravie de te recevoir. Mais moi aussi. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que je sais que tu vas dégager du temps quand même pour pouvoir venir. Et je te remercie pour ça. Aujourd'hui, on va se parler de maternité, une maternité solo ou presque. C'est tout le sujet, toute l'histoire dont tu vas nous parler, nous raconter. Avant de commencer, tu accouches le 23 mars 2020, donc en plein Covid et solo. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire et ce merveilleux accouchement qui ne s'est pas passé du tout comme prévu? Oui, c'est exactement ça. Donc, j'étais enceinte dès 8 mois et demi, là, en mars 2020, et je savais qu'on allait être confinés. Pendant des heures et des heures, je montais et descendais les escaliers parce que je voulais que mon enfant arrive avant le début du confinement. Bon, il voulait pas sortir, il était bien accroché. Et finalement, je me suis confinée donc chez mes beaux-parents avec ma mère qui était venue du Brésil également aussi. Je vous expliquerai après l'histoire de mes beaux-parents, mais bon, on s'est confinés chez eux. On était en train de faire un apéro Covid avec les écrans, en discutant avec des amis. Et là, je perds les œufs. Ça, c'était donc une semaine passée du confinement. J'avais lu qu'il fallait beaucoup d'efforts pour l'accouchement, donc j'ai demandé à ma belle-mère de me cuisiner des pâtes. Je suis allée prendre ma douche. Marathon, quoi. Voilà, Préparation exactement. C'était une longue épreuve, une épreuve de fond. Il fallait être prête, comme je connais bien ça. Donc, on mange des féculents. Je suis allée prendre ma douche. Mon beau-père m'a accompagnée jusqu'à la maternité. Et là, je suis rentrée seule parce que à cette époque, à la maternité, personne d'autre pouvait accompagner la femme jusqu'au moment où elle rentrait en salle d'accouchement. Donc, à la maternité, on était contrôlés à la température à la rentrée. Je suis rentrée toute seule. Et ils étaient en sous-effectif parce que beaucoup des médecins étaient appelés pour résoudre les problèmes du Covid. Donc, les maternités étaient quand même un peu vides et j'ai passé 10 heures, 12 heures presque,
dans une salle, toute seule, avec mes contractions, avec quelqu'un qui venait de temps en temps voir si j'étais dilatée ou pas. T'étais préparée un peu, tu savais, t'avais lu, t'avais regardé des choses, ou tu découvrais J'imagine qu'on découvre quoi qu'il arrive. Je m'étais beaucoup renseignée et j'avais écrit même une lettre qu'on appelle lettre d'intention d'accouchement que j'avais donnée aux sages-femmes et à la maternité en arrivant, en disant voilà comme je veux que ça se passe mon accouchement. Et ça se passait pas du tout comme prévu. Moi qui voulais accoucher sans péridurale, le faire le plus naturel possible, je pensais que comme je suis assez sportive et je fais beaucoup des sports, que j'allais pouvoir, je sais pas, j'avais l'impression que j'allais pouvoir accoucher rapidement, quoi, parce que, mon accouchement, il a duré 24 heures. Moi, j'ai prié pour l'anesthésiste, je l'ai dit, mais dès que vous pouvez me donner quelque chose, parce que j'en peux plus. Ouais. Quand j'ai eu la péridurale, j'étais tellement stone, j'ai dit mais monsieur je vous aime, je sais pas qui a inventé ça, mais il mérite certainement un prix Nobel parce que c'est tellement bien. Donc voilà, les choses ne sont pas passées comme prévu. J'ai une amie qui est venue me rejoindre au moment de l'accouchement. Elle va se reconnaître, Amal, merci. Et elle dit qu'aujourd'hui encore, c'est un des plus beaux moments de sa vie. Et elle me remercie de l'avoir proposé ça. Amal qui m'a aussi accompagnée dans toutes les séances de sage-femme pendant la grossesse, qui était vraiment présente pour ce moment, qui est déjà elle maman des 2 garçons, donc elle avait déjà traversé cette épreuve. Et donc Mathéo est né 24 heures après. Heureusement, sans césarienne, parce que c'est ce que je voulais. Mais c'était un effet déclencheur quand la sage-femme m'a dit ben là, le bébé, il souffre. Soit vous accouchez dans les 20 minutes, soit on part en salle césarienne. Là, j'ai dit, Amal, augmente la musique et on y va. Et là, je suis partie en mode commando. Et c'était drôle. Il avait, je pense que les sages-femmes ne croyaient pas que c'était capable. Elles pensaient que j'allais passer en césarienne. Et à la fin, je m'étais retrouvée avec 3-4 sages-femmes. Allez, va! C'est le dernier kilomètre. Voilà, exactement, c'est ça. Tout le monde là pour te motiver pour le dernier kilomètre parce que il a des petits sujets techniques qu'on apprend quand on se renseigne après sur l'accouchement. Mais les bébés, ils doivent dépasser 3 étapes avant de sortir. Et donc, quand on pousse pendant une contraction, on pousse pendant la contraction, il faut qu'il soit enclenché à la première étape. Parce que s'il ne fait pas enclencher, il revient. Et donc, on perd ça. Mais une fois qu'il gagne la première étape, quand on a la contraction, il faut qu'on pousse encore une fois pour qu'il soit accroché à la deuxième étape. Voilà, et jusque ci de suite. Et donc, tu m'apprends quelque chose là. Voilà, c'était très intéressant. T'accouches du coup après 40 ans. Est-ce qu'il y a des complications? Comment ça se passe? Est-ce que du coup tu disais que tu étais quand même assez seule. Les médecins étaient mobilisés ailleurs, mais tu étais quand même surveillée. C'est particulier ou pas? Bien sûr. En fait, quand on accouche après 40 ans, on est considéré comme une grossesse des risques. Ceci étant dit, il faut savoir que quand on congèle nos oocytes, parce que Mathéo, donc, il était conçu par FIV et mes ovocytes dataient de 35 ans. Hein. D'accord. Donc, je pouvais être considérée comme une grossesse des 35 ans. Mais les médecins, quand ils me voient, ils savent pas toute mon histoire. Donc, j'ai été considérée comme grossesse à risque. Et j'avais certaines contraintes, comme par exemple, on m'a fortement conseillé une maternité des niveaux 3. C'est celles qui sont les plus médicalisées. D'accord. Et être suivie par un médecin de cette maternité-là. On m'a fortement conseillé de pas
pas partir de Paris après 6 mois de grossesse. J'avais un suivi un peu particulier. Donc oui, la grossesse, elle est plus surveillée quand elle est plus tard. Ouais. D'accord. Et donc arrive ce petit Matteo en pleine santé, en pleine forme, le 20 mars 2020, sur la chanson de George Michael, si je me trompe pas. C'est ça, Freedom de George Michael. Pourquoi tu as choisi cette chanson ? En fait, j'avais 2 playlists que j'avais préparées. J'avais une playlist accouchement rock. Et j'avais une playlist accouchement pop. Donc là, j'étais dans la playlist accouchement rock et elle tournait. Et c'est juste, il est arrivé à ces moments-là. Et c'est une musique qui du coup est assez symbolique quand on regarde, bien sûr. On va pas regarder en détail des paroles, mais quand on parle des freedom, et je pense que c'est qui je suis aujourd'hui. Je suis une femme libre. Je suis une femme bien dans mes baskets, une femme libre. Et Matteo, je pense qu'il est né aussi en enfant libre. Alors justement, on va rembobiner un petit peu et on va revenir sur cette femme libre que tu es. D'où vient ce bel accent qu'on entend ? Alors, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je suis franco-brésilienne, née et élevée au Brésil. Mon papa français et mère brésilienne, mais mon père lui-même, il est arrivé au Brésil quand il avait 9 ans. Donc, il était né en France, mais il était devenu brésilien. Donc, je n'ai pas été élevée à la culture française. Je n'ai pas appris à parler français très jeune. Aujourd'hui, ce que je fais avec mon fils, lui, il est complètement bilingue. Je lui force. Mon papa, il parlait pas français avec moi. Je l'ai appris plus tard. Donc, j'ai grandi au Brésil. Des 1 à 3 ans, j'ai vécu dans une espèce de ferme au Brésil, oui, au centre du pays, donc très connecté à la nature. J'étais un enfant qui marchait à pieds nus, qui montait aux arbres, qui attrapait des fruits, qui aimait danser sous la pluie, parce que quand il pleut au Brésil, c'est des pluies d'été, et donc il fait très chaud, donc on aime prendre les maillots et sortir, et jouer avec les flaques d'eau, etc. Et j'ai eu la chance, parce que c'est quand même... J'ai dit à mon fils, tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir cette biculture et d'être brésilien, parce que c'est un pays incroyable. Ouais. Voilà. Donc, j'ai grandi là-dessus. Et à 18 ans, j'ai perdu mon papa. Ce qui est intéressant, parce que je pense que c'était aussi assez formateur dans ma personnalité. Mon père, il a fait une greffe de cœur. Donc, il a eu 3 arrêts cardiaques. Il a fait une greffe de cœur. Et mon père, il était à 2 doigts d'y passer quand il a eu ses cœurs compatibles, parce qu'il faut que la taille soit compatible, etc., pour faire la greffe. Et il avait le cœur d'une femme. Il a beaucoup changé. Il pleurait en regardant les telenovelas. On dit ce qu'on veut, mais peut-être parce qu'il est arrivé très proche, peut-être parce que le cœur, il en a aussi quelque chose des l'âme. Mais le fait est que mon père, après l'opération, il est devenu quelqu'un carpe diem. Genre, je suis arrivée très proche, je suis pas passée, je suis là, je vais vivre la vie. Il cramait tout son argent en faisant plaisir à tous ceux qu'il aime, le jour. Voilà, il vivait comme si le lendemain n'allait pas exister. Ouais. Et donc, je pense que ça m'a un peu marquée. Et je suis devenue une femme qui aime l'aventure, qui aime expérimenter, qui aime... Et donc, j'ai grandi mon adolescence au Brésil, qui est un pays fantastique pour des adolescents. J'amènerai Matteo là-bas parce qu'il va profiter avec toute la joie de vivre les carnavals, la fête, voilà. Tu viens d'une famille qui est plutôt stricte. Tu vois, le rapport justement à la famille, est-ce que c'est très religieux, très strict, un peu conservateur, ou au contraire, plutôt une famille assez ouverte ? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Pas stricte, mais pas non plus ouverte. Je viens dans une famille, donc d'un milieu
socioculturelle, classe moyenne élevée au Brésil. Donc, j'ai eu accès aux bonnes études, aux bonnes écoles. Ma famille est catholique. Pas très pratiquante, un peu. Ma mère un peu plus que mon père était. Mais on était vraiment élevés dans une famille tout à fait traditionnelle. D'accord. Papa, maman, enfants. Mes parents se sont par contre divorcés quand j'avais 11 ans. D'accord. Et à l'époque, on s'est divorcé moins. Aujourd'hui, je pense que c'est à l'inverse. C'est qui gardent, c'est qui ont les parents qui sont ensemble. On se regarde, là, leurs parents, eux, ils sont ensemble. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Il avait moins de divorces. Mais mes parents, eux, ils se sont divorcés. Donc, mais j'ai été dans une famille pas moderne, mais pas non plus stricte. D'accord. Et alors, tu pars en France. D'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, tu implémentes la marque Havaianas en France. Oui, c'est ça. En fait. Ouais. Quand est-ce que tu pars en France ? Et puis, comment se déroulent tes études et la femme aussi que tu es aujourd'hui ? Alors, au début des années 2000, j'ai faisais mes dernières années d'école de commerce au Brésil. Et au Brésil, on travaille et on étudie en même temps. Donc, je travaillais en journée et j'étudiais les soirs. Je faisais une école de commerce plutôt basée pour tout ce qui est import-export, etc. Et dans la société où je travaillais, ils m'ont envoyé en France parce qu'il avait un changement des systèmes d'information. Il migrait sur SAP, il avait une formation SAP et ils ont gentiment décidé de m'envoyer en France. Et à cette époque, j'avais un seul ami français que j'avais gardé les numéros depuis 5 ans, que j'ai appelé. Heureusement qu'il avait les téléphones fixes à cette époque, on ne changeait pas de téléphone. J'ai tombé sur lui et j'ai dit, mais Emmanuel, je viens en France, il faut qu'on se retrouve. On se retrouve. Lui, à l'époque, il avait 27 ans, moi j'avais 21 ans. Il était au chômage et dans une discussion, il m'a dit, mais écoute, toi qui, là, tu travailles avec l'import-export, est-ce qu'il n'a pas un produit comme un briquet Bic, tu sais, où tout le monde en a un? Et moi, je parlais moins bien français à cette époque et je l'ai traduit et j'ai trouvé les slogans d'Havaianas. Et j'ai dit, mais oui, bien sûr, Havaianas. Il dit, mais c'est quoi Havaianas? Il dit, c'est une marque des tongs. Il dit, mais il existe une marque des tongs? Je dis, mais c'est pas possible qu'ils ne sont pas en France. C'est une très, très grande société. Donc, on a fait les tours toutes les shops de Paris, les endroits branchés, on les a pas trouvés. J'ai dit, écoute, en arrivant, je vais les contacter et je vais proposer de les distribuer en France. Donc, voilà comment c'est venu. C'était aussi être à la bonne heure au bon moment parce qu'à cette époque, Havaianas n'était pas exporté. Il faut savoir, Havaianas, c'est une société des 20 000 employés qui est cotée en bourse et qui, à cette époque, 2% du chiffre d'affaires appartenait aux exportations parce que je suis arrivée, j'avais 21 ans, je n'avais pas d'argent et je dis, bonjour, je voulais vous amener en France. Donc, bon, voilà. C'est sacré culot quand même. Oui. Sacré culot. Et en plus, tu parlais pas encore français, donc tu apprends le français sur le tas. J'imagine tu parles anglais, portugais. C'est intéressant parce que ce culot que tu as, finalement, tu vas le porter aussi dans ta vie perso. T'arrives en France, donc t'as quel âge, tu disais? J'arrive en France à 22 ans. Je monte ma boîte à 21, mais je n'étais pas encore ici. Je finissais mes études. Ah, oui. J'avais déjà une boîte en France et je suis venue à 22 ans ici. Ouais. Donc, tu arrives en France et quelle place prend ta vie perso, ta vie de couple? Est-ce que tu as déjà cette volonté d'être maman, tu vas te créer une vie de famille ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive bien plus tard? Alors, je veux être sincère là, c'était pas ma priorité. Alors, bien sûr, je voulais l'amour comme tout le monde le veut, mais je n'avais pas besoin d'amour parce que tout le monde a besoin d'amour, hein, mais j'avais déjà l'amour de tout mon entourage. J'ai de la chance d'être très bien entourée dans ma vie. Et j'avançais dans mes projets professionnels. Je voyais ces bébés grandir parce que c'est aussi, moi j'ai dit, mes sociétés ont aussi été mes bébés. Hein, bien donc, sûr, on part des zéros, on les voit grandir. Et j'étais dans ces projets-là.
L'amour est arrivé sans que je le cherche, mais il est arrivé. Mais ce n'était pas quelque chose que je cherchais. Il me l'a trouvé. Voilà. Et l'amour arrive quand, du coup? L'amour arrive, écoute, j'étais avec quelqu'un, j'ai eu une rupture et j'étais dans un moment des fêtes, superbe, je sortais beaucoup. Et surtout que tu as toujours moins de 30 ans à ce moment-là. Ah oui, oui, là j'ai 26 ans. Ah, oui. Là j'ai 26 ans et je sortais beaucoup. J'avais un ami, André, s'il m'écoute, on faisait à toutes les soirées parisiennes, le Baron, etc. Et André me dit, mais j'ai trouvé un garçon magnifique et tout, je suis amoureux. Je dis, ouais, bon, ok. Je lui dis, ok, très bien, André. On sort et il me présente donc Thomas. Thomas, effectivement, un dieu grec très bien élevé, enfin, un homme des rêves. Et je lui ai dit, André, je comprends pourquoi est-ce que tu es amoureux, mais je vais te dire une chose, il n'est pas homo. Et André me dit, mais tu sais, les hommes, ils ne le savent jamais, s'ils n'ont jamais essayé. J'ai dit, bon, ben ok, fine. Donc, et à cette époque, Thomas, il voyait quelqu'un. Donc bon, moi je reste à ma place, je bouge pas, mais effectivement, il m'avait impressionné dès la première fois. Et après, donc on continue à se voir dans cette groupe d'amis qui sortaient. Et Thomas se sépare. Et André me dit, tu sais quoi, je pense que tu as raison. Il n'est pas homo. Et je dis, ben écoute, s'il n'est pas homo, est-ce que, tu vois, ça te gêne, voilà, s'il sort avec une de tes copines, par exemple moi. Donc il me dit non, donc je dis, bon, ben très bien, là je vais être un peu plus, tu vois, parce que jusqu'au moment où j'étais restée en retrait. Donc pareil, un peu de culot, on y va. Voilà, exactement. Moi, quand je sais ce que je veux, je vais les chercher. Donc j'ai fait comprendre à Thomas que voilà, qu'il avait une entrée possible. Donc on est au Baron, on danse ensemble, on danse de façon très sensuelle, etc. Et j'étais ah là là, mais cet homme, c'est qui cet homme? J'étais vraiment et bon, on s'embrasse, et je me rappelle, et je lui dis, à un moment, tu veux qu'on aille chez moi ou chez toi? Et il m'a dit, je ne couche pas le premier soir. C'est classe. Ah oui, alors je ne sais pas si ça va sortir au podcast, mais c'était très drôle. J'ai dit, bon, ben ok, très bien, les rôles sont inversés, là, ça ne va pas du tout. Et après, je lui ai dit, bon, ben très bien, ben maintenant, il va souffrir un peu. Il va avoir son temps avec moi. Et donc, voilà, les jeux ont commencé, on est vraiment tombés très amoureux. Et voilà, si je me souviens bien, je crois que 2 années après, on s'est fiancés et après, dans la foulée, on s'est mariés. Ah oui, donc tu vois, tu disais que tu pensais pas du tout l'aspect famille, engagement, mais finalement, Thomas a un coup de foudre et vous vous mariez oui. Assez rapidement, même si, bon, c'est pas non plus, mais assez rapidement et surtout avant tes 30 ans. Oui, je me suis mariée un tout petit peu avant mes 30 ans. D'accord. Voilà, okay. Exactement. Et alors, arrive le drame. Ouais. Tu perds Thomas. Oui. Quelques années juste après ton mariage. Oui. Bon, et là, ça va être pour toi, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, puisque ça va être un turnover dans ta vie, un énorme changement. Comment tu le vis après ça? On parlait du fait que tu vas congeler tes ovocytes à une époque où c'est pas autorisé en France, ou en tout cas pas pour les femmes qui ne montrent pas de problèmes médicaux. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Bien sûr. Donc, effectivement, la perte de Thomas a été un énorme choc dans ma vie. Il a un moment de déni parce que j'étais dans un moment où je faisais des projets, bien sûr qu'on parlait d'enfants, mais on voulait pas tout de suite. Mais on avait des projets. Moi, je pensais avoir des enfants avec lui. On se projetait dans les années. Et donc, Thomas, il est parti dans un moment où on était en plein envol de notre vie et de nos projets, ce qui était très déstructurant pour moi.
parce que tout d'un coup, j'ai vu ces mondes et ces idéaux de monde que j'avais c'est tomber, quoi. Au début, il a eu un moment des dénis, mais vraiment des dénis. Je me disais tout le temps, c'est un cauchemar. En fait, je veux me réveiller et il est là. Et je n'arrivais pas à accepter son départ. J'étais très bien entourée. Il faut dire que c'est ça, hein, c'est on survit dans des moments comme ça. C'est vraiment un instinct des survies. Ses parents, donc mes beaux-parents, qui aujourd'hui sont toujours dans ma vie. Sylvia, Olivier, je vous aime et je vous dois beaucoup. Ils m'ont accueilli. Pendant 6 mois, j'ai vécu chez eux parce que j'avais beaucoup de mal à rentrer dans notre cocon avec Thomas, à revenir dans l'endroit de notre intimité et comprendre qu'il n'était plus là. Donc, j'ai vécu chez mes beaux-parents pendant 6 mois. J'ai été suivie, et à un moment, j'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que ici, je vais être mère plus tard. Comment est-ce que je vais faire? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout prête ni à rentrer dans une nouvelle relation. Or, j'étais en début de mes trentaines. Comment est-ce que je vais faire si cette envie arrive plus tard? Donc, j'entame un processus assez réfléchi des congélations d'ovocytes. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont soutenu et qui m'ont suivi dans ça. J'ai mes beaux-parents qui étaient très présents aussi également. J'ai fait une recherche assez approfondie. Je suis allée visiter les cliniques. Je suis allée comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait toute la partie donneur. Donc, bien sûr, il a la clinique, comment est-ce qu'on a traité, mais il a aussi avec quel type de donneur on peut... J'ai réfléchi pas seulement au projet de la congélation, je l'ai réfléchi le après. Je l'ai dit, si je n'ai pas de partenaire, comment ça va se passer? Si j'ai un partenaire, mais je suis devenue infertile, comment ça va se passer? Si j'ai pas de partenaire, mais j'amène un partenaire ou un ami ou quelqu'un que je connais, comment ça peut se passer. Donc, je voulais que ça soit le plus ouvert possible dans les cas de figure. Mais alors ça, on est d'accord, t'as la trentaine à peine. Ouais. Tout de suite, c'est quoi, pour toi, c'est quoi? Se mettre en marche dans ce sens-là, c'est une façon de sortir de la survie, de la dépression, de cette période très difficile. C'est une façon de te mettre en action. C'est ça, parce que je me dis que t'as quand même la trentaine, tu peux encore espérer rencontrer quelqu'un, avoir une famille naturellement, je veux dire. Toi, tu rentres tout de suite dans ce cadrage où tu te dis, je vais congeler mes ovocytes, et pas seulement au cas où, mais en plus pour potentiellement faire un enfant seul. Oui, parce que je pense que dans la vie, quand on a les choix, c'est extraordinaire. Et je voulais me donner le choix, je voulais me donner la liberté de ne pas dépendre de cette horloge biologique. Et je pense que j'ai eu un moment où j'ai déprimé, bien sûr, où j'ai été suivie, et ça m'a beaucoup aidée. Mais après, j'ai eu un effet contraire. C'est que quand on comprend, quand la vie te montre sa fragilité, moi, je l'ai pris ça comme une force pour vivre 10 fois plus. Donc, quand on comprend que tout ça est très fragile et que tout ça peut disparaître demain et qu'en fait, on a une énorme chance quand on est en bonne santé, quand on a de l'amour, quand on a le minimum pour survivre, etc. On a tellement déjà chanceux. Je me suis dit, je vais vivre de façon très intense. Ok. Donc, c'est là que tu démarres donc, ce projet de congélation d'ovocytes. Et c'est vrai que tu le disais, tu fais plein de pays d'Europe, enfin, tu vas faire plein de recherches, parce que c'est une époque où on communique pas tellement dessus, c'est très inconnu. Raconte tes recherches. Je sais que tu as traversé pas mal de pays. Exactement. Donc oui, c'était très réfléchi. J'ai fait une étude des cliniques. J'ai visité chaque clinique. J'ai parlé avec chaque médecin. Je voulais comprendre les limitations
voilà, je voulais comprendre toutes les possibilités que chaque pays m'offrait, parce qu'en France, c'était interdit. Et d'autres pays, c'était autorisé, mais chaque pays avait une législation différente. Donc, il fallait que j'étudie à chaque pays comment ça fonctionne. Parce que si tu décongèles et si tu ensémines dans ces pays-là, ben, il faut que tu comprennes la législation de ces pays. Donc, j'ai fait un peu une étude approfondie. Une étude de marché. C'est ça, exactement. C'est mon côté entrepreneur qui ressort à chaque fois. J'ai fait une étude des marchés, j'ai mis les pour et les contre. Par exemple, l'Espagne, c'est quoi la différence avec la Belgique? Alors, à l'époque, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans. Donc, à l'époque, la différence, c'était que en Espagne, on ne pouvait pas avoir des donneurs. Déjà, les donneurs étaient anonymes. Donc, quand on avait décidé de décongeler un ovocyte, dans les cas extrêmes, parce que on avait dit, il a la situation, j'ai trouvé un partenaire et je suis infertile, donc je prends mes ovocytes et je viens avec mon partenaire. Donc ça, c'est le point numéro 1. Après, le point numéro 2, j'ai pas trouvé des partenaires, j'ai pas d'options, j'ai besoin d'un donneur. Je me disais, si ça, c'est le cas de figure qui se présente, j'aurais aimé que, les donneurs soient connus, et même mieux que ça soit une personne que je connaisse. Et en dernière option, que ça soit quelqu'un que je ne connais pas, mais qu'au moins que mon enfant à sa majorité puisse reconnaître son parent biologique. Parce que je pense que c'est important aujourd'hui et je me suis dit que ça poserait peut-être des questions. Et en Espagne, à l'époque, c'était des donneurs qui étaient inconnus. Donc, et on choisissait un donneur qui avait des caractéristiques biologiques de la femme pour qu'il ressemble au plus proche de sa maman. Voilà. D'accord. Et sur quel pays tu te tournes? Alors, je me suis tournée vers la Belgique, même si au Danemark, j'ai adoré aussi visiter les Danemark. Mais les Danemark, c'était des catalogues, on pouvait voir tout, on pouvait connaître tout sur la lignée familiale, les maladies, entendre leur voix, avoir des photos. Enfin, c'était vraiment les catalogues, c'était vraiment... C'est une sacrée expérience. Exactement. J'ai choisi la Belgique parce que la Belgique avait une option qui était assez ouverte dans les cadres où je voulais venir avec un donneur qui n'est pas mon partenaire. C'était aussi ouvert. Donc, c'était pour ça que j'ai choisi la Belgique. D'accord. Et en fait, finalement, tu vas le trouver, ce donneur. Comment ça se passe alors? Donc, le processus qui s'enclenche, le déroulement. Alors... Je vais les nommer, c'est pas parce que c'est ça, finalement, c'est pas un donneur, c'est Pierre Laurent, c'est le papa de mon fils, c'est un super bon papa. Et à chaque jour, je remercie tous les jours de m'avoir accompagné dans cette aventure. Quand je l'ai fait, Pierre Laurent, c'était déjà un très bon ami à l'époque, un ami très fidèle, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et quand je débute cette démarche, décongélation d'ovocytes, je vais aller le voir et je lui dis, écoute, si à 40 ans je suis célibataire, on fait un enfant ensemble. Mais bon, voilà, c'était des paroles dans l'air, je lui dis ça. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 35 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Et lui, il me dit, dis donc, bon, j'avais jamais pensé faire un enfant comme ça, mais bon... On fait du mal à personne, pourquoi pas, quoi. Mais bon, c'était des paroles dans l'air, c'était pas du tout l'actualité du projet. Mais j'ai planté une petite graine. Et les années ont passé, et de temps en temps, je lui parlais. Il savait que j'avais congelé mes ovocytes. J'ai eu plein d'aventures. J'ai vécu ma vie de façon très intense. C'était un moment où je dis que
dans mon malheur, il a 2 choses que Thomas m'a données qui sont incroyables. Une, c'est que j'ai vécu ma vie de façon très intense, comme je n'aurais pas vécu, je pense, que si je n'avais pas eu sa perte. Et 2, il m'a donné une famille en France, une famille que j'aime et qui aujourd'hui accompagne aussi Matteo, qui ne sont pas ses grands-parents biologiques, mais ce sont leurs grands-parents des cœurs et qui sont avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je reviens à Pierre-Laurent à 40 ans. Je n'avais pas de relations stables, je n'avais pas trouvé l'amour avec un grand A, le père de mon enfant, et j'ai dit il faut que j'y aille. Donc, j'ai dit à Pierre-Laurent, écoute, voilà, si tu veux y aller, c'est maintenant. Donc bon, ça prend de court et il était vraiment extraordinaire. Je les remercie encore parce que du moment où il a accepté jusqu'au moment où ça a été fait, la Belgique qui ne comprenait pas comment est-ce que 2 personnes du sexe opposé donc pouvaient avoir un enfant biologiquement ensemble, qui n'étaient pas infertiles, ni un ni l'autre. Il n'y avait pas de problème, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas naturellement? Et je pense que c'est aussi... on voulait pas, moi en tout cas, je ne voulais pas, et Pierre-Laurent a toujours respecté ça. Nous sommes des amis et je ne voulais pas mélanger les choses, je ne voulais pas qu'il ait d'ambiguïté entre nous. Et lui, il était très honnête au début parce que je l'amenais dans mon projet. Et il m'a dit, OK, Chantal, je suis d'accord, mais je ne veux pas te décevoir. Et je préfère qu'on parte du principe que l'enfant sait qui est son père, mais je ne suis pas impliquée. D'accord. Ce qui est assez clair, c'est vrai que du coup, dès le départ, tu sais un peu, il va être le père biologique, mais ça s'arrête là. Exactement. C'est le projet de départ. Exactement. Et moi, je lui ai dit dès le départ, fine, on part comme ça, mais sache-le, si tu changes d'avis, la porte, elle sera toujours ouverte. Ok. Et donc, nous sommes partis comme ça. Le processus en Belgique, il était très intéressant parce que, comme ils ont vu cette situation, et c'était une situation un peu inédite pour eux, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, mais leur loi l'empêchait pas que ça se fasse comme ça. Ils étaient obligés d'avancer sur le sujet. Ils ne pouvaient pas nous bloquer. Mais ils disaient, on aimerait bien que vous voyiez d'abord des psychologues, après des avocats, après... Donc, on est passé par un processus, mais qui était très intéressant finalement, de discuter avec des psys, comment ça aurait pu se passer. Demain, Pierre-Laurent décide d'assumer l'enfant, ou demain, Pierre-Laurent a une compagne qui partage la vie de mon enfant avec lui. Voilà, on a fait tous les cas de figure. Je pense qu'on a fait des entretiens psychologiques, les deux et chacun individuellement. D'accord. Et après, on est allé voir des avocats également qui nous ont expliqué toutes les contraintes juridiques, c'est s'il connaît l'enfant, s'il ne connaît pas l'enfant. Donc, on était embarqués dans ces projets en toute conscience de ce qui pouvait se passer. Toi, tu as quand même 40 ans à ce moment-là, tu sais que l'horloge tourne, sans parler d'horloge biologique, mais on est quand même en plein dedans. Est-ce que tu es pressée, tu es impatiente? Est-ce que tu as des moments où tu te dis ça va pas le faire, on va pas y arriver? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Non, mais vous savez, moi tu sais, je suis quelqu'un qui est dans l'action, quoi. Donc j'ai été, bien sûr, j'ai dit il faut que ça se fasse. Là, ça y est, on y va. Et en Belgique, quand on a passé, moi je suis arrivée à 41 ans. J'ai commencé ce processus à 40 ans. Donc, j'ai dit, allez, on y va, ok, on y va. On passe par des psychologues. À 41 ans, je dis, écoutez, au moment où je suis allée voir les Belges, je dis, écoutez, je suis désolée, là, on a déjà tout fait. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse d'autre. Moi, j'ai 41 ans. On y va, quoi. Soit on y va, soit... Donc, encore, la loi ne pouvait pas l'empêcher. Ils étaient un peu craintifs, mais la loi ne pouvait pas empêcher. Donc, on est parti comme ça. Ce qu'il faut savoir quand on congèle des ovocytes, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont beaucoup mieux informées qu'avant.
Mais quand on congèle des ovocytes, quand on les décongèle, on a une déperdition. Moi, tout ça, c'était très réfléchi aussi. Ça, pour la parenthèse, quand je suis allée congeler mes ovocytes, j'avais demandé au médecin quels sont les taux des réussites. Qui m'a dit c'est de 5%. Donc je dis écoute, 5%, si je veux avoir un enfant, il faut que j'aille au moins 20 ovocytes congelés. Et donc je fais 2 congélations pour avoir les nécessaires pour être sûre d'avoir un enfant. Ah ouais, d'accord. Ce que j'ai bien fait. Parce que Mathéo, c'était le dernier ovocyte survivant. Des 36 que j'avais congelés. C'est pas vrai. Ouais. Tu avais 36 ovocytes congelés et ils ont décongelé 36 ovocytes et il n'y en a que un, celui de Mathéo. Exactement. La providence quand même. C'est ça. C'est dingue. D'accord. C'est fait en 3 fois parce qu'on va au fur et à mesure. Donc moi, je ne voulais pas avoir le risque d'avoir des jumeaux parce que je me suis dit que c'était déjà un gros sujet. Donc je voulais qu'on mette à chaque fois un seul embryon, qu'on insémine un seul embryon. Et on décongèle, donc au début on décongèle des 36, on décongèle 10. Des 10, ceux qui ont survécu à la congélation, c'est 5. Des 5, ceux qui ont survécu à l'insémination, c'est 3. Des ces 3, ceux qui ont survécu aux 5 jours après l'insémination, c'est 1. Donc finalement, des 10, il reste 1. Dingue, Voilà, donc ça, il faut en avoir la conscience et il faut se préparer. Voilà, moi je conseille aux femmes qui prennent cette décision, c'est de prévoir aussi ça, même si je pense que la médecine a évolué. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que ça a beaucoup évolué, notamment quand on compare avec les pays comme l'Espagne, où en fait, ils sont beaucoup plus avancés, ils ont des techniques plus avancées, beaucoup moins de pertes. Et a priori, c'est ce qu'on souhaite à la France. Enfin, c'est ce qui devrait être fait dans les 10 prochaines années. Mais c'est vrai que toi, c'était il y a 6-7 ans quand même. Donc, effectivement, entre-temps... Oui, mais quand j'ai congelé, c'était... Ouais, c'est ça. Non, c'était il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. J'ai congelé à 35, donc, il y a 12 ans. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça y est, t'es enceinte. Comment ça se passe? Donc, j'imagine que tu vis une grossesse où t'es assez épanouie, t'es assez heureuse. Est-ce que tu te poses ces questions de dire, bon, qu'est-ce que je vais dire à Mathéo? Visiblement, le père se laisse quand même l'opportunité ou pas de grandir et de jouer son rôle de père. Tu te projettes comment avec Mathéo? Est-ce que tu te dis que tu vas tout lui raconter? Comment tu le vis, cette grossesse solo? Parce que j'imagine aussi, je fais une question un peu à rallonge, mais ça doit pas être si simple de vivre cette grossesse dans un monde où on a toujours le papa, la maman, on commence à peine à avoir 2 papas, 2 mamans. Toi, tu es seule. Quels sont les regards qu'on porte sur toi? Même ta famille, comment est-ce qu'elle réagit à ça? Écoute, ma famille a été très supportive de ma décision, tant ma famille brésilienne, ma famille biologique, quand ma famille de cœur aussi, ma famille française. Tout le monde m'a toujours supportée dans mes décisions. Alors, l'avantage, quand ton monde s'effondre, c'est que tu apprends à vivre pour toi et pas pour les autres. Et donc, les regards des autres, ça m'emporte pas. Moi, je vis mon histoire et qui plaise ou qui plaise pas, c'est pas le sujet. Mes amis, ils m'ont tous soutenu, les gens que j'aimais étaient là avec moi, c'était le plus important. Après, bien sûr que je pensais à l'enfant, je pensais à Mathéo qui n'était pas encore, je savais pas si c'était un garçon ou une fille, mais bon, je pensais à l'enfant. Et c'est pour ça que le processus de la Belgique, il était très intéressant, parce que c'était aussi la réflexion, qu'est-ce qu'on va raconter à l'enfant? Comment est-ce qu'on va dire ça? C'était des questions qu'on nous a posées. Et je me suis toujours dit que quand on dit la vérité, mais quel est le problème? Il a rien de mal de ce qu'on a fait. Bien au contraire, il a acquis de l'amour. Alors, c'est une famille différente, certes, mais c'est quand même une famille. Donc, c'est une famille où il a des parents qui sont des amis, des grands-parents qui sont de la famille de cœur. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'il ait de l'amour et que l'enfant se sente aimé. J'ai décidé, et je pense que tout le monde me suit dans ça, et je l'ai dit à tout le monde dès le départ,
de dire toute la vérité à Mathéo. Après, selon son âge et dans sa compréhension. Donc, le sujet, c'est que je ne l'ai jamais menti quand il a commencé à me poser des questions. Et j'essaye de répondre à l'auteur de ce qu'il peut comprendre et justement de répondre seulement à ces questions. Sans développer, sans aller très loin. Et je pense qu'avec quand sa maturité va arriver, petit à petit, il va savoir son histoire. Est-ce que tu as, parce que finalement, son père va être plus présent que ce que tu ne pensais, donc Mathéo a une maman, un papa qui ne sont pas ensemble. Comment quel regard il porte là-dessus aujourd'hui? Comment il le vit? Alors, il le vit très bien. Il le vit, moi j'ai envie de dire, il vit comme si on était des parents séparés. Qui s'entendent bien? Oui, qui s'entendent très bien, qui peuvent passer des vacances ensemble, qui peuvent dîner ensemble, qui se supportent dans les décisions parentales. Donc, Pierre-Laurent, dès qu'il a vu Mathéo, donc pendant la grossesse, il était un peu absent, mais c'est normal. Je pense que déjà l'homme, il ressent pas ce qu'on ressent, donc il est déjà, et d'autant plus, il habitait à New York. Mais depuis que Mathéo est né, il est présent et de plus en plus présent avec lui en grandissant. Donc, bien sûr, il a décidé de l'assumer. Donc, il a aussi des droits sur Mathéo, il a des devoirs. Et c'est un papa qui est très présent, qui aime son fils plus que tout. J'allais revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'aujourd'hui, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on pourrait se poser la question de est-ce que tu es vraiment une maman solo si tu as un papa qui est tu vois, un géniteur qui est connu, qui est présent, qui est proche, etc. Est-ce que tu avais envisagé, du coup, que le papa soit pas du tout présent, et qu'est-ce que tu aurais dit à l'enfant? Bien sûr, j'avais envisagé tous les cas de figure. Je leur ai dit la vérité, parce que si Pierre-Laurent avait décidé de ne pas être présent, il était quand même d'accord pour que l'enfant le connaisse, mais qu'il n'aille pas des obligations vis-à-vis de lui et qu'il n'aille pas... Donc, dans ce cas-là, ça aurait été... Aujourd'hui, il est très présent. Ça évolue au fur et à mesure des âges. Donc, au début, je mentirais pour dire que c'était toujours très rose, parce que ce n'est pas vrai. Déjà, quand tu accouches, moi, quand j'ai accouché, j'ai dit... je n'ai pas du tout avant... je n'ai pas du tout eu l'instinct maternel très développé. Moi, la première couche que j'ai changée, c'est la première couche de mon enfant. Je n'ai pas changé des couches avant. Les enfants avant ne m'intéressaient pas. Donc, c'était vraiment... Et quand Mathéo est né, moi, je n'ai pas eu... je démystifie, c'est le bon mot, un peu les choses. J'étais très émue, mais c'était pas quelque chose, l'amour de ma vie, ça y est, je suis mère, j'ai accompli mon... Non, mais au contraire, quand j'ai passé des nuits mal dormies, parce que j'ai très très mal dormi jusqu'à ses 18 mois. Ah ouais, quand même. Mathéo était asthmatique, et je me suis retrouvée dans des moments seule, à l'amener à l'équerre, un bébé de 6 mois qui avait des difficultés à respirer au plein milieu de la nuit. Je peux te dire qu'elle n'est pas... Voilà. Solo. Ouais. Oui. Donc, il a eu des moments où j'en ai voulu, si c'est du bon français ça, à son papa, parce que je dis, c'est très facile de dire c'est mon fils et quand même c'est moi qui passe toutes les nuits mal dormies, c'est moi qui gère les crises d'asthme, c'est moi qui... Mais tout de suite après, je me rappelais à l'ordre et je disais mais c'était ton projet, tu vois, mais c'était ton projet. Donc aujourd'hui, toute son implication que tu l'as en plus. Oui, c'est vrai.
Parce qu'au départ, tu t'es dit, je fais ça solo. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est très impliqué, mais c'est monté crescendo. Au début, j'étais quand même assez seule. Ouais, d'accord. Et c'est des moments difficiles, des doutes quand on ne connaît pas un nourrisson. Voilà, c'est toutes les nuits, de temps en temps, je me réveillais pour aller voir s'il respirait. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il continue à respirer? Tu vois. Surtout que dans tout ça, j'imagine, donc tu es solo, tu as le boulot la journée, tu t'occupes de ton fils entre-temps. Ça doit quand même être, tu me le disais avant qu'on démarre cette interview, mais c'était assez rock'n'roll. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être si tu devais donner un conseil à une maman solo ou une maman qui va, tu vois, avoir un bébé qui va accoucher, qui peut être un petit peu dans ton cas, un petit 3 trucs, allez, ou 2 ou 1 recommandation. Écoute, il a une chose que je fais, que c'était très intéressant. Je suis allée voir toutes mes copines qui étaient mamans. Et j'avais dit, si tu devais donner un conseil à une maman, c'était lequel? Et j'ai fait une liste des top conseils que je pouvais peut-être trouver et vous les partager. Ça m'a beaucoup aidé à me préparer pour cette aventure dans laquelle je ne savais pas quelle était l'issue. Non, mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas facile. Donc, soyez prêtes. Soyez prêtes à avoir des moments des doutes, des moments des peurs. Mais ça en vaut le coup de le faire. Ouais. Voilà. Donc, soyez prêtes, préparez-vous. C'est pas toujours facile. Alors, on arrive un peu à la fin de cette interview. J'allais te poser une dernière question, mais peut-être juste avant ça, pour revenir sur ta relation avec Mathéo. Donc, aujourd'hui, il a 6 ans. Comment il est par rapport à l'école? Je te repose cette question parce que c'est vrai qu'il y a la relation mère-fils, donc plutôt dans l'intimité, ce que tu vas lui raconter. Et comment est-ce que Mathéo aussi, par rapport au monde extérieur, je pense à l'école, etc., est-ce qu'il le vit bien? Comment ça se passe? Alors, ça, c'est un sujet, c'est que Mathéo, il connaît toute la vérité, mais dans ses mots. Moi, je les préserve un peu à l'école parce que je me suis dit qu'il il connaît pas tout encore et je n'ai pas envie qu'il aille des commentaires, des préjugés. Donc, moi, à l'école, je quand même laisse comprendre, sans raconter, mais laisse comprendre que nous sommes des parents séparés, point basta. Je n'ai pas besoin d'expliquer ma vie à quoi qu'il en soit. Et petit à petit, plus tard, mon souci là-dessus, je ne honte de rien de ce que je fais et je n'ai aucun problème de l'assumer. Et je l'assume complètement. Mais c'est de préserver mon fils et qu'il sache son histoire et qu'il puisse interpréter et raconter à sa façon quand il sera prêt. Aujourd'hui, Mathéo, il sait, donc il m'a déjà posé des questions. Il m'a dit au début, « Maman, papa, il dort pas à la maison. » Et je dis, non, tu sais, papa, il dort pas à la maison, papa, il est notre voisin, il a une maison à côté de la nôtre. Et après, j'ai vu que ça allait travailler un peu, il m'a dit, mais maman, papa, il dort pas avec toi. Je dis, non, papa, il dort pas avec maman, il dort dans sa chambre. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que tu ressens du fait que papa et maman ne soient pas ensemble. Et lui, il me dit, je suis triste de ça. Et je dis, tu sais, mon amour, t'as pas besoin d'être triste parce que regarde, maman, elle t'aime énormément. Papa, il t'aime énormément. Et on s'entend très bien. Et c'est ça ce qui est important pour toi. Et là, il a passé ça. Et de temps en temps, il me dit, mais genre, et maman et papa, ils étaient amoureux. Et moi, je dis, non, tu sais, maman aime papa et papa aime maman, mais c'est un autre type d'amour. Ça s'appelle l'amitié, mais c'est un autre type d'amour. Et je l'ai raconté, j'ai raconté toute l'histoire. Je dis, maman a eu un amoureux, l'amoureux de maman est décédé, et à un moment, maman, elle est arrivée à un moment où elle n'allait plus pouvoir avoir des enfants, et elle avait très envie de t'avoir, et elle a proposé à papa de l'aider. Et papa a voulu l'aider, et voilà comment est-ce que tu es arrivé, tu vois. Et donc, avec des mots très simples, je le mens jamais, je l'explique, je m'entends
très bien avec son père. C'est quelqu'un d'incroyable que d'ailleurs, il a ses week-ends. Ils sont en pleine forêt, en train de chercher des champignons et de jouer avec les animaux. Donc, il s'occupe très bien de son fils. C'est quelqu'un qui a des vraies valeurs et que je suis très contente qu'il soit le père de Mathéo. Écoute, merci beaucoup Chantal. J'ai une dernière question. Peut-être qu'est-ce que tu dirais à la Chantal de 30 ans si tu la croisais aujourd'hui dans la rue? Écoute, j'ai envie de lui dire que la vie, elle a toujours des hauts et des bas. Il a une partie qu'on ne peut pas maîtriser, on ne maîtrise pas tous dans la vie, mais il a une partie on maîtrise. Et celle où on maîtrise, on doit agir. Et donc, moi, je me suis dit, parce que je me disais, si j'ai une fille, à 25 ans, je l'offre un cadeau, je congèle ses ovocytes. Parce que à 25 ans, on est au maximum de la fertilité, tout va très bien. Et comme ça, je donne juste un plan B. Ça veut dire que peut-être qu'elle l'utiliserait jamais, mais comme ça, elle est libre de faire son choix. Voilà. Merci beaucoup Chantal, c'était super intéressant. Je t'en prie, merci de m'avoir ici. Ce podcast touche à sa fin et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos et détails dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, vous le savez, c'est important pour moi. Je vous souhaite un merveilleux week-end et vous dis à vendredi prochain.